3 choses ne doivent jamais être laissées au marché. La terre, les hommes, la monnaie. Bruno, à ton avis, pourquoi on serait un peu hésitant sur cette contextualisation? Parce que je donne moi un exemple actuel. Oui, c'est ça. D'accord. Plus c'est un exemple actuel. L'objectif de la contextualisation, c'est de montrer aujourd'hui le sujet, quelle est son actualité du sujet. Problématisation, Timothée. Le problème peut alors s'exprimer de la manière suivante. Les crises de change, d'où viennent-elles, où mènent-elles? Timothée, entrée en matière. Thomas Gresham introduisait au XVe siècle sa fameuse loi. Quand dans un pays deux monnaies légales sont en circulation, la mauvaise monnaie chasse la bonne. S'il est vrai qu'il peut y avoir une crise d'une monnaie au profit d'une autre au niveau national, c'est également vrai au niveau international. Ce qui nous pousse donc à nous interroger sur les crises de change. Sacha. Le taux de change est un prix relatif clé. Quand il devient trop élevé, il nuit à la croissance, met en danger la stabilité financière et finit par s'effondrer. En ces mots, Rudiger Dornbusch, dans un contexte de crise de change latino-américaine des années 90, montrait en régime de change fixe toute l'ampleur qu'une mauvaise décision vis-à-vis du placement des taux de change pouvait avoir sur l'économie. Bruno. Rudiger Dornbusch, en 1995, disait « The exchange rate is a key relative price. When it becomes too high, it hurts growth, endangers financial stability and ultimately crashes down. » Une traduction française pourrait être « Le taux de change est un prix relatif clé. Quand il devient trop haut, il ralentit la croissance, remet en cause la stabilité financière et finira par s'effondrer. » Ainsi, l'on peut affirmer qu'il y a une nécessité à surveiller le taux de change afin d'éviter que celui-ci ne soit trop élevé et impacte négativement un pays, mais aussi pour éviter qu'il produise ce qu'on appelle une crise de change, lorsque, après avoir trop fortement augmenté, il va chuter. C'est ton entrée en matière? Oui. Pour l'instant, garde juste l'entrée en matière, garde il va chuter, les crises de change, tu peux directement l'intégrer après l'entrée en matière. Okay. C'est parti, vous êtes correcteur, entrée en matière. Laquelle vous choisissez? Laquelle vous valorisez? Laquelle vous mettrez peut-être de côté? Tu valorises? Ok. Sur Timothée, lui, il va plus décrire ce qui est bon quand même. La loi de Gresham, vous essayez de l'appliquer ici dans l'entrée en matière en disant crise de change, c'est quoi? La crise de change, c'est un moment dans lequel la monnaie domestique va beaucoup moins être demandée et on va la remplacer par une monnaie étrangère de meilleure qualité, donc par exemple le dollar. D'accord? On verra l'idée. Donc la loi de Gresham, ce qu'il a dit, lui, simplement, c'est il décrit le mécanisme de crise de change, il décrit ce qui peut se passer ex ante. Moi, j'ai trouvé quand même pas mal. Les deux, ensuite, Sacha et Bruno, nous expliquent plus effectivement la crise de change dans le sens prix relatif. On serait dans une approche allocation des ressources, les prix relatifs, la vision un petit peu néoclassique. Moi, perso, pour l'instant, les trois se valent. Il y a pas de, on peut rester sur ces entrées en matière là pour l'instant, donc pas de problème. Définition des termes, c'est parti, Timothée. Selon l'Académie française, crise vient du latin crisis, qui a d'abord eu le sens de faculté de choisir, puis celui d'accident brusque et inattendu. On trouve ici l'un des aspects de la crise développé par Edgar Morin dans son ouvrage La méthode. En effet, pour lui, une crise se définit par 4 composantes. Une perturbation, la montée des désordres et des incertitudes, un phénomène de blocage-déblocage, puis enfin, un déclenchement des activités de recherche. On parle alors d'anomie au sens de Merton. On distinguera alors la crise au sens strict, c'est-à-dire le moment de retournement, de la crise au sens large. Ainsi, la comptabilité nationale définit crise de change de la manière suivante. Lorsqu'une devise perd beaucoup de valeur, au moins 30% de moins que celle du dollar, on dit qu'un pays connaît une crise de change. Les crises de change sont donc intimement liées au marché des changes, donc devise contre devise, le forex, ainsi que le taux de change étant le coefficient pour échanger deux monnaies. Il peut être nominal ou réel. Les crises de change sont donc des crises économiques qui touchent la valeur de la monnaie d'un pays. Sacha. Crise. Il provient du grec krisis qui signifie jugement ou décision. Une crise est un moment critique caractérisé par une situation dangereuse, une difficulté intense ou un changement soudain, impliquant souvent la nécessité de prendre des décisions cruciales. Le terme change, en finance, fait référence à la monnaie étrangère. Il convient de définir un taux de change nominal, qui est le nombre d'unités de monnaie étrangère qu'il faut pour obtenir une unité de monnaie nationale, et le taux de change réel, qui est le taux de change nominal multiplié par le niveau général des prix. Une crise de change se caractérise par
par la situation où une devise perd fortement de sa valeur comparée à une autre devise clé. La comptabilité nationale considère que l'on est en crise de change quand une monnaie est en dessous de 30% de la valeur de la monnaie clé. On mesure souvent l'intensité d'une crise de change par la variation du PIB. Bruno. Le terme de crise de change est composé du terme crise, issu du latin crisis, lui-même dérivé du grec ancien crisis, qui signifie décision ou jugement. En latin, il est utilisé pour représenter un moment critique ou décisif dans une situation et qui marque un tournant dans une suite d'événements. De plus, dans le vocabulaire médical, une crise est l'ensemble des phénomènes se manifestant de façon brusque et intense, mais pendant une période limitée, et laissant prévoir un changement général décisif, en bien ou en mal, dans l'évolution d'une maladie. Ce terme de crise est associé au terme de change, qui désigne le taux de change, c'est la valeur de la monnaie. Ce dernier peut être décomposé en deux sous-définitions, le taux de change nominal et le taux de change réel. Premièrement, le taux de change nominal est le taux auquel une monnaie peut être échangée avec une autre sur le marché d'échange. Il représente la valeur apparente d'une monnaie par rapport à une autre et est utilisé pour suivre les tendances à court terme et évaluer l'impact des politiques monétaires et économiques. Quant au taux de change réel, c'est un ajustement du taux de change nominal en prenant en compte la variation des niveaux des prix et des taux d'inflation entre deux pays. Il mesure la valeur réelle d'une monnaie en prenant en considération le pouvoir d'achat relatif de deux devises. On l'utilise pour évaluer la compétitivité entre pays sur les marchés internationaux car il tient en compte des différences de niveau des prix qui peuvent affecter les coûts et les avantages comparatifs. Finalement, une crise de change est une crise ayant lieu sur le marché des changes. Lorsqu'une devise perd beaucoup de valeur, au moins 30% de moins que le dollar, on dit alors que le pays connaît une crise de change. Ok. Quelle définition vous choisissez? Timothée. Tim. Chat. Timothée. Ouais, Sacha, mais ça se vaut, je trouve. Timothée. Bruno. Ok. Alors, Bruno, il est peut-être allé un peu loin dans certaines choses. C'est pas la peine d'aller aussi loin. Là, quand on parle en général de crise de change, effectivement, c'est une crise du taux de change nominal, celui auquel on assiste sur le marché des changes. 25%, 30%, bon, effondrement de la monnaie, voilà, d'au moins 25% en règle générale. C'est pas la peine d'aller effectivement décrire ici le taux de change réel, parce que le taux de change réel, on pourra plutôt le mettre dans le développement analytique. Ça, effectivement, c'est pas la peine. Tu m'as parlé de dotation factorielle, etc. L'introduction, c'est le lieu où vous définissez les termes, vous cernez l'objet d'étude, point final. D'accord? Ok. Est-ce que vous pourriez rajouter une autre mesure des crises financières? Enfin, crise financière, pardon, crise de change, pardon. Une autre mesure de la crise de change. Comment est-ce qu'on peut mesurer? Comment est-ce qu'on peut observer une crise de change? Ok, le taux de change chute, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quels sont d'autres indicateurs de crise de change, à votre avis? Si on devait toujours définir, mesurer, dans la mesure, vous avez donné la mesure, j'en aimerais une ou deux autres. Comment on peut voir l'intensité d'une crise de change? Quel est l'autre thermomètre qu'on peut utiliser? Les exportations-importations. Non, parce que ça, c'est les conséquences. C'est comme le PIB. L'ouverture financière. C'est? L'ouverture financière. Faut être plus précis. On peut utiliser Fitch-Standard pour mesurer. Oui, mais en tant que tel, c'est pas une mesure. Enfin, c'est pas une mesure. C'est pas ce qui va mesurer la crise de change. La crise de change, c'est quand le taux de change chute d'au moins 25%. Allez, vous prenez 30%, soyons à 25%, ici 25, 30, allez. Comment je fais pour compenser cette crise de change? Qui intervient? Les banques centrales. Les banques centrales. Elles jouent sur quoi? Sur leurs réserves de change, Et sur les? sur les taux d'intérêt. Quand il y a une crise de change, les réserves de change, elles vont dans quel sens, Bruno? Elles baissent pour pouvoir compenser la... Ok, le taux d'intérêt, il va dans quel sens? Il y a Il une crise de augmente change? pour attirer- il augmente pour attirer les capitaux. Voilà. Une autre mesure des crises de change qu'on utilise souvent en tant qu'économiste, effectivement, c'est ça. La variation du taux d'intérêt et la variation des réserves de change. Pensez-y ça. Les réserves de change, c'est souvent un indicateur pour voir qu'il y a une crise de change. N'oubliez pas que les réserves de change, si elles se mettent à diminuer fortement, vous maintenez votre taux de change. Mais si les banques centrales se mettent à vider fortement leurs réserves de change dans leur actif, si elles se mettent à vider brutalement leurs réserves de change, même si le taux de change ne bouge pas, ça veut dire qu'il y a une crise. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'elles sont obligées d'intervenir en tant que pompiers. Vous comprenez ça? Le feu, c'est pas encore propagé, le pompier intervient, il vide ses réserves d'eau. Ben, c'est exactement la même chose ici. Il y a signe qu'il y a une crise. Ouais. On n'a pas besoin d'attendre que le taux de change chute pour voir qu'il y a une crise. Il y a des indicateurs de tension latents, les réserves de change et les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt augmentent très fortement, PTI pour attirer les capitaux, pour restaurer le change, on est dans une crise de change. C'est bon? Contextualisation. Donc Bruno, il faudra élaguer un petit peu, mieux cerner. Contextualisation, Tim.
En 1990, l'Argentine est en hyperinflation, plus de 1000%. Pour y faire face, l'Argentine décide de mettre en place un currency board en avril 1991. En adossant sa monnaie et par là son taux de change sur le dollar, l'Argentine réussit à stabiliser son économie. Cependant, ce fut de courte durée, car dès 1998, dû à des chocs exogènes, crise asiatique par exemple, l'Argentine se voit dans l'obligation de faire de la déflation. En effet, le peso a été surévalué de plus de 50%. Aujourd'hui, avec la récente élection de Javier Milei, l'Argentine souhaite rompre avec ses démons passés de crise de change, en dollarisant son économie. Ainsi, le cas de l'Argentine nous pousse alors à nous interroger sur les crises de change qui ont notamment poussé l'Argentine dans de tels extrêmes. Sacha? Une crise de change est survenue en Turquie en 2018. À cette époque, la lire turque a connu une forte dépréciation par rapport au dollar américain, de l'ordre de 70%. Plusieurs facteurs ont contribué à cette crise, notamment l'inflation élevée, les tensions géopolitiques et les inquiétudes concernant la politique intérieure. Les investisseurs étrangers ont retiré leurs capitaux du pays, ce qui a accentué la pression sur la lire turque. Le gouvernement turc a dû prendre des mesures pour stabiliser la situation, comme augmenter les taux d'intérêt pour soutenir la devise nationale. Cette crise de change a eu des répercussions importantes sur l'économie turque et a souligné les vulnérabilités liées au déséquilibre économique. Bruno? De nos jours, le dollar et l'euro sont les deux principales monnaies ayant un taux de change flottant, c'est-à-dire qui se fixe selon la loi de l'offre et de la demande de monnaie. Les autres monnaies ont leur taux de change adossé à ces deux monnaies. Donc leur taux de change va varier de la même façon que celui de l'euro ou du dollar. Or, la sortie de la crise Covid et la guerre en Ukraine marque la fin des taux d'intérêt négatifs de la BCE et de la Fed, qui remontent enfin leur taux d'intérêt, ce qui va affecter les monnaies du monde entier. À ce propos, John Connally, secrétaire du Trésor américain en 1971, nous disait « Le dollar, c'est notre monnaie et votre problème ». Ok, contextualisation, c'est parti. Sacha. Timothée, il parle de l'Argentine, ça peut être bien aussi, il fait une référence effectivement à l'Argentine des années 90 pour montrer les crises de change. Rappelle aujourd'hui, Javier Milei, est-ce que la dollarisation est une bonne chose? Est-ce que l'Argentine ne craint pas de nouveau une crise de change? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Oui, sachant que si on dollarise, on prend le dollar, il n'y a plus la propre monnaie, donc comment est-ce qu'on peut mesurer l'effondrement du peso si on dollarise intégralement, quoi? Il y a des indicateurs de mesure effectivement aussi, mais bon, ça serait bien en fait de regarder effectivement plus Sacha par rapport à l'exemple turc récent pour montrer une crise de change récente. D'accord ? Vous pouvez prendre le cas du Liban aussi, puisqu'on avait parlé ça par rapport à la dollarisation. Pensez également donc à la Turquie, mais là, la Turquie, bon exemple. Bruno, à ton avis, pourquoi on serait un peu hésitant sur cette contextualisation? Parce que je donne moi un exemple actuel. Oui, c'est ça. D'accord ? Plus un exemple actuel. L'objectif de la contextualisation, c'est de montrer aujourd'hui le sujet. Quelle est son actualité du sujet? Est-ce qu'un sujet complexe comme ça, théorique, je peux le replacer dans une actualité aujourd'hui? Problématisation, Timothée. Le problème peut alors s'exprimer de la manière suivante. Les crises de change, d'où viennent-elles? Où mènent-elles? Crise de change. Quels en sont les combustibles, comburants et énergie d'activation? En cela, quels secteurs prescrire pour éteindre ces combustions? Ces crises menaçant la stabilité financière mondiale, on se demandera que sont les crises de change. Et pour répondre à cette question, on étudiera dans un premier temps les causes explicatives de leur apparition, leurs conséquences et enfin pour finir de possibles solutions pour éviter leur apparition. Ok, bah ils ont tous à peu près le même truc, hein, les idées, c'est-à-dire effectivement les crises de change, l'origine, le fonctionnement, les conséquences importantes, etc. Essayez de reformuler des problématiques plus précises en une seule formule. Normalement, les crises, c'est quoi? Si on prend la théorie de la régulation, pour vous, une crise, c'est quoi, Timothée? Vous l'avez dit, hein, chez les Grecs, c'est quoi la crise? Un changement de mode de développement. C'est un changement de mode de développement. Est-ce qu'il faut chercher une crise ou pas? Est-ce qu'une crise, c'est bien ou pas bien, si on résume de façon très simple? Oui, c'est bien, ça peut être bien. Ça dépend du mode de développement suivant. Ok, une crise, ça peut être bien, on est d'accord. Est-ce qu'en fait, une crise, c'est vraiment bien? Pour vous, c'est quoi? Une crise, c'est bien ou pas bien? Si on prend les régulationnistes, la crise est nécessaire, ils tapent dans le développement, blablabla, on passe d'un mode de régulation à un autre. Ok, rappelez-vous la phrase de Gramsci, mais la phrase qu'on dit souvent. Les crises, c'est le moment où le vieux tarde à naître et le jeune tarde à... Non, le vieux tarde à mourir et le jeune tarde à naître. Ouais, en général, ce qu'on rajoute, c'est entre-temps, des démons surgissent. La crise, elle peut être plus ou moins longue, plus ou moins douloureuse. Si je prends le cas de l'Argentine, est-ce qu'on peut dire simplement que l'Argentine, les crises ont eu du bon? Non. Donc les crises, elles sont quoi? On le sait.
On le sait aujourd'hui. On a le recul historique, on a le recul analytique, les économistes. Qu'est-ce qu'ils disent les économistes sur les crises de change? Elles sont mauvaises, elles sont très coûteuses pour l'économie. On sait aujourd'hui qu'avec les phénomènes d'hystérèse, ça dure. Reformulez-moi une problématique qui va vraiment dans ce qu'on avait dit en cours et par rapport aux éléments actuels, on avait dit qui caractérisait un peu le SMI. Reformulez-moi la problématique en une seule phrase, une seule question. Et pas une question, bon, les crises de change, d'où elles viennent, comment elles viennent et quelles en sont les conséquences. Mais essayez de trouver cette problématique. Les crises de change, elles sont provoquées par quoi? Quel est, s'il fallait donner vraiment un élément fondamental des crises de change, parmi d'autres? Une mauvaise évaluation de la valeur des monnaies. Je suis d'accord. Reprenez-moi la mesure Feldstein-Orioka. Reprenez-moi la mesure du Kaupen-Chineito. Est-ce qu'il y a eu des crises, enfin, quand les crises de change sont fréquentes? Allez, on prend l'histoire très simple depuis 1945. Quand les crises de change sont-elles fréquentes? Quand on est le plus ouvert. Quand on est plus? Le plus ouvert. Quand on est le plus ouvert. C'est-à-dire quand le bêta de Feldstein-Orioka est égal à 0. ou proche de 0, ou quand Kaupen est proche de 1. Il est proche de 1. Donc les crises de change, elles sont très fréquentes à partir du moment où les économies s'ouvrent. Elles s'ouvrent à quoi, les économies? Aux capitaux mondiaux. Aux Capitaux. capitaux mondiaux. Donc les crises de change, effectivement, c'est lié à quoi? Les crises de change, c'est lié à... Ça va être lié au mouvement de capitaux. Essayez de partir de là. Essayez de trouver en fait une problématique qui ne soit pas un plan de cours où je vais tout balancer. Bon, il faudra dire des choses forcément, mais essayez de me trouver une problématique là où par rapport à la situation actuelle, par rapport aux gros pays aujourd'hui comme la Chine, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, quoi. Essayez de trouver un axe, un angle d'attaque du sujet qui soit créatif, original et qui essaye quand même de répondre à la question, quoi. Parce que cette partie historique, les crises de change, elles sont fréquentes. D'accord, c'est bon, l'introduction, vous venez de le dire, mais quoi? Faut-il choisir entre mobilité des capitaux et stabilité financière? Ouais. L'ouverture financière. On est dans l'idée, hein. L'ouverture financière est-elle compatible avec des régimes de change viables? Ouais. Tous les pays doivent-ils s'ouvrir? Ouais, on commence à s'en rapprocher. Ça, bon, ça prend forme un peu. Enfin, ouais. On va voir le truc et la problématique se dégagera, d'accord? On va voir le reste. Annonce du plan. Pour répondre à cette question, il nous faudra d'abord étudier l'origine et l'impact des crises de change afin de trouver des solutions adéquates pour lutter contre. Si les causes des crises de change peuvent totalement diverger des pays du Nord aux pays du Sud, il convient dans les deux cas de trouver les bonnes institutions pour y remédier. Et du coup, pour répondre à cette question, on étudiera dans un premier temps les causes explicatives de leur apparition, puis les conséquences, et enfin, pour finir, les possibles solutions pour éviter leur apparition. Ok, attention à l'appellation Nord-Sud. Parlez plutôt de pays avancés, pays de l'OCDE, ou de pays émergents, ou de pays plus pauvres. Vous prenez n'importe quelle typologie, mais voilà, Nord-Sud, on l'évite, quoi, hein. Le plan, est-ce que ça vous semble cohérent pour l'instant? Tous les plans vous semblent cohérents? Pour l'instant, ok, origine, déroulement et... Timothée, tableau? Tu me présentes une modélisation, une formalisation, modélisation que tu intégrerais. Pas forcément, enfin, dans l'ordre, tu présentes et après on essaie de voir comment on peut enrober tout ça et comment on peut le lier au sujet. C'est parti. Je peux parler de l'original sin. Avec cette formule. Ici, Alors attention, du côté A actif, il y a T-1, du côté L liabilities, il y a T plus 1. Oui. Et en plus là c'est faux. Tu expliques rapidement? Donc là on est dans le cadre d'un pays qui ne peut pas libeller sa dette en monnaie nationale. Et donc il sera beaucoup plus... si par exemple on a une baisse, une hausse, ouais, vas-y. Une hausse du taux de change. Non, pardon. Ouais, attention là. Ouais. Si on a
Donc si on a une hausse du taux de change, Attention, tu es dans les Une crises de baisse change, du c'est taux. pas possible, ça c'est une hausse du taux de change. Une hausse... Non, une hausse du taux de change, c'est pas une crise de change. Une crise de change, c'est quand le E, le taux de change, chute. se dévalue. Donc tu dois montrer que le E baisse. Si tu veux évoquer l'original Plus sans- sin, efface la PEN. Parce que, voilà, regarde, plus simple. Fais-moi un bilan de banque commerciale. Partez sur un bilan de banque commerciale. La PEN, vous l'utilisez beaucoup plus quand vous allez montrer le privilège exorbitant. C'est bon ça? PEN égale privilège exorbitant. C'est plus simple à démontrer, vous prenez le cas des États-Unis, c'est plus simple. Attention, ce n'est pas les réserves de change, ici tu es dans le cas d'une banque de second rang. Allez, à l'actif, vous avez quoi? On a les crédits. Les crédits à l'économie, PME, ménages, etc. Ok. Et au passif, on a les titres. Non, non, non. Non. Passif. Dette, fonds propres Et et dépôts. dépôt. Dette, fonds propres, dépôt à vue. À l'actif, j'ai les crédits, j'ai les titres achetés aussi. Tu peux mettre titres achetés, peu importe. Tout l'actif d'une banque. Démontre-moi ce qu'on appelle un double mismatch. À partir de l'original sin. D'où vient ce qu'on appelle un double mismatch là-dedans? Tu prends le cas d'une banque argentine, le cas d'une banque thaïlandaise, 97-98. C'est quoi le double mismatch? Le passif déjà, c'est du court terme ou du long terme? Dans le cadre de l'Argentine ou du Mexique, c'était du court terme. En fait, une banque, elle fait quoi? Elle transforme des Du- échéances en court terme, Elle des échéances de court terme en échéance de. long terme. On a déjà un premier mismatch temporel. Le court terme, par définition, il est situé de côté passif. Le long terme, il est situé du côté actif. C'est bon pour tout le monde, ça aussi? Ok. Maintenant, le mismatch, le currency mismatch. Ce qu'on appelle un currency mismatch, c'est quoi? Par exemple, les dettes, la banque passif dette ici. Elle s'endette dans quelle monnaie? Ils s'endettent dans la monnaie étrangère, donc Dans la monnaie étrangère, les actifs sont libellés en monnaie nationale. nationale. Explique-moi l'original sin. C'est en fonction d'une variation du taux de change. En fonction d'une variation, dans quel sens? On est dans une crise de change, donc le taux de change il va dans quel sens? Il baisse. Il baisse, donc toujours il baisse. Quand le taux de change se met à chuter, Le poids de la dette augmente parce qu'on ne peut pas rembourser avec notre propre monnaie vu qu'elle a perdu de la valeur. ok, c'est bon ça? Et les autres, c'est bon aussi ça? Original sin, quel auteur? Aishen Green et Haussmann. Ricardo Haussmann, Barry Eichengreen et Ricardo Haussmann. Original sin, le péché originel, les pays émergents, beaucoup de pays émergents, or gros pays émergents, ne peuvent pas emprunter dans leur propre monnaie sur les marchés internationaux. C'était le cas, on l'avait vu, de la fermière qui achetait une machine pour traire son élevage, etc. Endettement en monnaie étrangère. On s'endette en monnaie étrangère. Nous, on a pris le cas d'une banque, c'est pareil. On s'endette en monnaie étrangère et on prête en monnaie locale. Donc, par définition, quand la monnaie étrangère s'apprécie, donc votre monnaie chute, par définition, votre dette, elle a tendance à exploser. Donc, ce qu'on appelle l'original sin. Dans le sujet, tu le cases où ça? Je voulais le caser dans les origines des crises. C'est-à-dire précise. C'est-à-dire que Juste comme ça, je ne vois pas l'origine d'une crise. Enfin, je vois qu'il y a, mais je n'explique pas. L'original sin, c'est pas, ça peut ne pas forcément déraper, quoi. Moi, je peux très bien m'endetter en francs suisses et puis tout va bien, quoi. Mais il faut démontrer quoi? je vais démontrer que les pays qui sont sous currency board ou qui sont endettés dans une monnaie étrangère. Ouais, je suis d'accord, mais currency board, pour l'instant, c'est un pays qui a justement un régime de change fixe. Donc l'original sin, je le vois pas. La dette, c'est quoi? La dette, là, dans la colonne passive de la banque, c'est quoi? C'est de l'argent qu'elle a demandé à un moment T. À qui? Il vient d'où cet argent? C'est de l'argent aux pays étrangers. Au pays? Les étrangers. Aux pays étrangers. Pourquoi les pays étrangers? Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui circule entre les pays? Des capitaux. Des capitaux, ouais. C'est quoi la définition même de la mobilité des capitaux? C'est qu'il y a mobilité de... Allocative. Et qu'est-ce qui bouge entre les pays? C'est les capitaux, mais les capitaux, c'est quoi en fait? C'est de l'épargne. Ah oui, l'épargne. D'accord? C'est de l'épargne. Donc une banque domestique, peu importe le pays ici, quand elle s'endette en monnaie étrangère, c'est qu'elle fait appel à de l'épargne étrangère. C'est bon ça? Donc c'est mobilité des capitaux. Ouais. Qu'est-ce qui peut provoquer d'un coup la chute du taux de change?
des chocs extérieurs comme Ouais, mais ça veut dire que les Actuellement. capitaux sont arrivés en... masse. Ils arrivent en vague, les surges, et quand ils repartent, on appelle ça des... Sudden stop. Les capitaux arrivent par vague et ils repartent par vague également. Donc ce qui explique que tout d'un coup, ton taux de change, il peut s'effondrer. Est-ce que c'est bon ça? Ouais. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Non. Ok. Par rapport à ça, les crises de change, pourquoi elles sont coûteuses maintenant? Là c'est bien, original sin, j'ai un mécanisme de crise de change. Ok, je sais où je vais le placer à peu près dans mon plan, dans mes idées, crise de change, comment elle peut arriver, mobilité des capitaux, bah, j'utilise l'original sin. Ok, maintenant il faut que je démontre un petit peu en quoi c'est coûteux. Pour toi, en quoi c'est coûteux? Le coût, tu vas le mesurer comment? Ben, on peut faire référence au prêteur en dernier ressort qui doit prêter. Oui, le prêteur en dernier ressort, pour l'instant, il n'est pas, il est pas là, il peut être là, il peut intervenir, c'est le pompier qui peut intervenir, mais là, on est dans le cadre de pays qui ont un système financier qui n'est peut-être pas aussi développé que les nôtres, donc on a des fragilités financières. Qu'est-ce qui se passe? C'est au niveau surtout de la solvabilité des banques. Ouais. En ayant le passif qui augmente à cause d'une chute du taux de change nominal, on va avoir une différence passif-actif Donc. qui sera trop énorme. Donc, Des problèmes de solvabilité des banques. oui, mais est-ce que, enfin, oui, je suis d'accord, le problème de solvabilité des banques, allez, d'accord, ok, ouais. Bon, le cas des États-Unis, les Man Brothers, allez hop, on la dégage. Bon, le système financier l'a poursuivi, il n'y a pas de souci, quoi. À long terme, on n'a plus d'institutions financières. Oui, il n'y a plus le crédit bancaire, et le rôle des banques, il est quoi? Modeste ou très important dans une économie? Important. Bah, il est super important. Donc une banque qui s'effondre, c'est quoi aussi? Des phénomènes de... Alors, il va y avoir de l'hystérèse forcément, mais il y a des phénomènes de contagion qui vont se produire. Vous avez des phénomènes de contagion qui vont se produire. Donc le système financier, s'il n'est pas suffisamment solide, pas de prêteurs en dernier ressort, etc., il s'effondre. Les banques qui s'effondrent, par définition, c'est du financement en moins. Pour qui? Pour les entreprises, pour les individus. Donc en termes d'objectifs du développement durable aussi, en termes de capital humain, financer des études, financer des troupeaux, de l'élevage dans des pays pauvres, ça va être beaucoup plus difficile, quoi. Donc dans ce cadre-là, les crises de change sont extrêmement coûteuses. Sacha, tu vas au tableau? Ok, on a vu une partie du puzzle. Allez, tu mets sur le tableau une autre partie du puzzle, on regarde comment on l'insère, quelle modélisation. Moi, je veux faire l'origine aussi des crises de change et qui, surtout dans les pays émergents, avec au départ un conflit de répartition entre les entreprises et les salariés. Donc, on a la variation du prix qui est égale à le salaire fixé, enfin le salaire voulu par les entreprises, moins le salaire réel, moins les taux de change. Donc c'est E sur... Alors attention, est-ce que le modèle post-keynésien m'explique bien les crises de change? Non, mais il va expliquer qu'il y a une boucle salaire-taux de change et donc expliquer la chute des taux de change. Vas-y. Donc ça, c'est la volonté des entreprises de fixer les prix. Ici, on a la volonté des salariés d'augmenter leur salaire. Juste là, c'était ça. Hop. C'est le modèle post-keynésien, pour tout le monde. Modèle post-keynésien. Et là, c'est delta E sur E. Donc, grâce à ces calculs, on peut voir que la volonté des salariés, c'est d'augmenter le salaire voulu par rapport au salaire réel, et eux, c'est de diminuer le salaire réel par rapport au salaire voulu des entreprises. Donc, ce qui va se passer, c'est que avec une augmentation, parce qu'on sait qu'un pays émergent se développe, est en développement, et donc il y a une augmentation des pouvoirs syndicaux. Donc, ce qui va impliquer une hausse des salaires. La hausse des salaires, on sait que le salaire c'est un coût pour les entreprises, donc ça va augmenter les prix des biens des entreprises. Or, on sait que ça va faire une augmentation du taux de change réel, et le taux de change réel parce qu'il est égal au taux de change nominal fois les prix domestiques sur les prix étrangers. Donc pour rééquilibrer cela, vu qu'on a eu une augmentation des prix, il va falloir diminuer le taux de change nominal. Et donc on explique comme ça la chute des taux de change nominaux. Et voilà.
Oui, je vois la modélisation. Moi, je partirais plus pour expliquer, parce que crise de change, il faut montrer que c'est des phénomènes, comment dire, l'explication keynésienne, post-keynésienne, ok, on lit bien le crise de change, on voit de l'inflation. Je partirais plus, moi, de l'idée que la crise de change est là. En fait, je n'arriverai pas à... On arrive à la crise de change, moi, je partirais plus, il y a une crise de change, donc qu'est-ce qui se passe en matière de revendication et en matière de conflit? Tu comprends? Oui. Donc, je partirais plus de... Je n'arriverai pas à... Ça entraîne baisse de E. Moi, je partirais de baisse de E dans le modèle post-keynésien. Qu'est-ce que ça va impliquer? Ok. Et là, tu vas beaucoup plus introduire le conflit de répartition. Oui, parce qu'en fait, C'est bon, Timothée et Bruno. c'est un cercle vicieux, c'est ça. Après, une fois qu'on a eu la baisse du taux de change, on va vouloir une augmentation des salaires et donc le cycle, il... Oui, voilà. Mais moi, je partirais plus là dans ce modèle des crises de change. Qu'est-ce qu'elles provoquent, qu'est-ce qu'elles génèrent? Et dans un cadre post-keynésien, j'insisterai beaucoup plus effectivement donc sur après effectivement le conflit de répartition d'un côté entre les salariés, d'un côté entre les entreprises. Comment une crise de change finalement va dégénérer et va entraîner en elle-même inflation, hyperinflation, donc la boucle qui se met en place. C'est bon, tout le monde saisit? À partir du modèle post-keynésien, partez plutôt des crises de change. Ça me semblera beaucoup plus pertinent ici, quoi. Ok. Tu effaces Bruno. Une grille d'analyse. Donc, Original Sin, Ricardo Haussmann. Timothée. L'analyse post-keynésienne, Sacha. Bruno, tu pars sur quoi, toi? Quel axe tu as pris? Je serais parti sur la dynamique de la dette extérieure, qui du coup, ça va entraîner une boucle qui va faire baisser le taux de change. Ça va créer de l'inflation et du coup une baisse du taux de change. Comment l'inflation? C'est pour financer la dette, les entreprises. Oui, c'est ça. Oui. Dynamique de la dette externe. Donc le pays va y avoir un endettement. Sauf que du coup le pays va pas. Est-ce que dans la dynamique de la dette externe, on avait introduit le taux de change? Non, mais je le relie au fait qu'il y a un endettement dans une monnaie extérieure pour les pays qui... Ouais, mais, oui, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Par contre, on revient donc à l'idée un peu du péché originel, quoi. On lie à la notion de dette. Donc déjà, l'idée, elle a déjà été prise par Timothée, voilà, toi, la carte a déjà été tirée, il faut que tu trouves autre chose. J'avais parlé aussi des politiques monétaires qui étaient inappropriées, avec un taux... avec un taux de change réel qui est mal fixé. Donc on l'a vu avec le... Allez, vas-y, qu'est-ce que tu diras là-dessus? Du coup, c'est avec le FIR. Ok, quel pays tu utilises? On utilise le cas du Mexique. Cas du Mexique, quelle période? 1994-1995. C'est parti. Donc on a... Timothée, pendant qu'il fait ça, tu répètes, tu rappelles le Mexique, s'il te plaît? Contexte du Mexique début des années 90. Début des années 90, ils commencent à faire des CTS, donc c'est des prêts extérieurs de court terme. Qui émet ça? Qui émet ça? Quel argent émet ça? L'État. Ouais. L'État commence à faire des... Quelle maturité? Environ... d'abord entre 1 mois et 2 ans, et puis après il fait des cesobonos, des prêts encore à plus court terme. Et cette fois, carrément de la semaine, voire la journée, entre 1 et 2 jours en semaine, quoi. Et, Le taux de change, il est comment? Combien, à peu près? Combien on s'est fixé? on a dit $1 égale 3 pesos. Pourquoi on s'est fixé un régime de change fixe avec les États-Unis? Dans le cas de l'ALENA, c'est un accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique pour avoir une stabilité des prix entre les pays, justement, pour faciliter les échanges. Ok, carte de l'ALENA, effectivement, on fixe. Tu me montres c'est quoi ça? C'est quel type de taux de change? Comment on l'appelle? C'est le taux de change réel. Oui, d'accord, mais c'est quelle hauteur et quel type de taux de change? Ça se m'appelle C'est le taux de change optimal. Le taux de change optimal, il peut être à court terme fixé par le marché PTI, il peut être fixé à très long terme optimal, c'est la PPA. En moyen terme, il y a le FIR. Si, oui, le FIR, oui. Le FIR, oui. Le taux de change d'équilibre fondamental. Tu mets
Après le Q, taux de change réel, tu mets entre parenthèses, CIR. On comprend bien que c'est le taux de change d'équilibre fondamental. Le taux de change d'équilibre fondamental, il assure deux types d'équilibre. Lesquels? On a l'équilibre interne et l'équilibre externe de la balance commerciale. Voilà. Le Q étoile, ça serait le bon. Donc le Mexique, on peut dire qu'il s'est fixé à Un taux de change réel trop haut. taux de change réel trop haut par rapport aux fondamentaux. Donc par rapport aux fondamentaux, ensuite, effectivement, on va balancer tout ce que vous avez vu sur le Mexique. Enfin, voilà ce qui s'est passé. Donc l'émission de Tesobonos, la mobilité des capitaux, etc. Bruno, les événements qui ont provoqué la crise de change, c'est quoi? C'est la hausse des taux d'intérêt par la Fed. Alors, oui, il y a la Fed qui augmente les taux d'intérêt, mais ça, on va dire que c'était déjà dans les années 80. Ça, c'est la crise des années 80. La crise des années 90, il y a des phénomènes différents. Lesquels? Il y a il y a d'autres crises, la crise du Chili, Oui. qui ont impacté. Oui. Cause interne au Mexique. Il y a eu l'assassinat d'un opposant politique. Voilà, assassinat d'un candidat politique. Même surévaluation du peso face au dollar. Voilà, hein, mais vous dites effectivement les événements internes, la révolte du Chiapas, l'assassinat d'un politicien, tout ça fait qu'effectivement une forte défiance, forte baisse des réserves de change, le Mexique, c'est pas tenable, ou une dévaluation. Là, vous reprenez un peu, vous pouvez reprendre l'exemple du Mexique années 90 pour décrire ça. Tu y fasses, s'il te plaît? Bon, si on résume ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est quoi? On a regardé un petit peu quelques causes, quelques conséquences des crises de change, d'où elles viennent et puis ce qu'elles provoquent. On sait qu'elles sont coûteuses, donc si on sait qu'elles sont coûteuses, il faut s'en... Les remédier. Qu'est-ce que vous me dites là-dessus? Comment remédier aux crises de change? Comment se protéger des crises de change, sachant qu'elles sont coûteuses? Moi, je parlais de Keynes et son projet de Bancor. Avec une monnaie qui permettrait des transactions internationales, une monnaie similaire entre tous les pays, on n'aurait plus de taux de change, donc on n'aurait plus de crise de change. D'accord. Le Bancor Keynes, tout le monde le situe? Tout le monde le situe, le Bancor de Keynes? Okay. Le Bancor de Keynes, c'est une architecture globale, mais dans cette architecture, il y a une mesure qui permet d'éviter les crises de change. Laquelle? C'est donc là, et c'est donc l'instrument qu'on retrouve aussi dans d'autres politiques, il n'y a pas que Keynes. Dans le Bancor, quel est le point clé chez Keynes? C'est qu'il y a une banque des banques. C'est pas ça qui va éviter une crise de change en tant que telle. Oui, ça va stabiliser, il y a une coopération, ok. Mais quoi d'autre aussi? Monnaie unique. Pas unique, elle est commune. Commune, oui. Monnaie commune et pas unique, attention. Les monnaies nationales, elles ont uniquement une utilité d'échanges internationaux, elles ne sont pas voulues pour elles-mêmes. Ouais, mais qu'est-ce que Keynes a introduit aussi? On avait fini le cours là-dessus là, récemment. La coopération internationale. Ouais, quoi d'autre? C'est juste. Il y a un truc fondamental. Il y a la monnaie fondante. Pour pas que... Oui, mais c'est pas l'idée de crise de change, ça. L'idée de monnaie fondante et de taper dans ceux qui ont des déficits, enfin des excédents, blablabla, coopératives de babysitting, c'est pas force. Il n'y a pas forcément de crise de change, donc on met quand même ces mesures-là. Il y a autre chose. Les crises de change, cas du Mexique, cas de l'Argentine, Kreditanstalt 1931, toutes les crises de change, en fait, elles sont dues à quoi? La mobilité des capitaux. Vous avez dit en introduction, les périodes où les crises de change sont les plus fréquentes, c'est là où le bêta de Felsheimer-Ryoka est proche de 0, le KOP est proche de 1. Donc en fait, la libéralisation des capitaux, c'est pas ça qui a augmenté la crise de change. Ben si, on le sait. Reinhard et Rogoff, quand les capitaux sont mobiles, les crises de change, on le voit, sont beaucoup plus fréquentes. Donc de quoi va-t-on parler? Nouvelles institutions. Des Nouvelles institutions. Ok, d'accord, ok. Donc comment se prémunir contre les crises de change? Théoté. Du coup, j'avais parlé du Bancor, mais j'avais Mais le Bancor, justement, dans le Bancor, il y a un projet de on limite les mobilités des capitaux. Donc pourquoi? Maintenant, il faut argumenter. Pourquoi la mobilité des capitaux limitée, ça limite? Comment on fait pour limiter la mobilité des capitaux, pardon? Parce que la mobilité des capitaux qui génère des crises de change, on l'a fait, c'est bon. N carré, chilien. Comment éviter une crise de change qui dégénère en crise financière? L'N carré chilien. C'est parti, N carré chilien. Démonstration. 1 moins TT plus Attention, le petit dé, l'exposant, il n'est pas à monter. Il a un plus i. Je crois que c'est D ici,
Et ici, c'est D-1. Je crois que c'est ça. Hop. C'est ça. Et là, il y a un T. Oui, donc c'est D là-bas, devant. Et ici, il n'y a rien là. Bon. Faut reprendre ça, faut reprendre ça. Il y a quelqu'un... Bruno, vas-y. C'est bon. Juste là, on a D. D, c'est quoi? D, c'est la période temporelle. Temporel d'horizon de placement. Un moins T, c'est quoi? A moins T, c'est l'actualisation, c'est les taux d'intérêt futurs. C'est pas l'actualisation. Ah non, c'est la rémunération du placement au Chili. C'est pas la rémunération, hein. Ah. C'est la taxation. Ah oui, c'est la taxation. C'est pas la Oui. Non, c'est la partie qui est investie au Chili. Voilà, petit t, c'est le dépôt que vous devez mettre à la Banque centrale chilienne. Donc 1 moins t, par définition, c'est la somme qui vous reste. Cette somme-là, si vous placez 1, d'accord, $1, vous venez des États-Unis, vous la placez au rendement chilien, enfin au taux d'intérêt chilien 1 plus i sur une période d'horizon D. D, c'est quoi, Bruno? D, c'est la période d'horizon du Ça peut placement. quoi, exprimer quoi? En dizaines, en décennies? Non, c'est en an. C'est en année. Non, c'est pas l'année. C'est la fraction d'année. Fraction d'année. Si D vaut. C'est fraction. Fraction. C'est pas l'année. D n'est pas égal à une année. Oui, enfin c'est en fraction d'année qu'on précise bien. Si D égale à 0,5, ça signifie quoi? Ça fait 6 mois de Ça placement. fait 6 mois. Ok. Petit t fois 1 plus i fois d-1. Exposant d-1, c'est quoi? C'est exposant D-1 parce qu'au bout d'un an, la Banque centrale chilienne rend le placement T à la personne qui a envoyé des flux, des capitaux au Chili, et du coup, il pourra placer à un rendement de 1 plus i. C'est bon. Que c'est bon pour tout le monde, ça. La partie qui vient d'être faite ici, effectivement, c'est le rendement chilien. Il doit être égal à quoi, d'après la PTI, d'après l'arbitrage? C'est égal à quoi? Il faut mettre un égal. Ah. Sinon, l'N carré, vous ne pouvez pas le comprendre ce que c'est, quoi. Oui, sur. Non, ça c'est la PTI, ça. Nous, on est dans le cas de l'N carré. Quoi c'est 1 plus i étoile. 1 plus i étoile. Ah oui. Non, il n'y a pas de t. Ouh là là, il faut revoir ça, L'Américain se dit, si je viens placer au Chili, on va me prendre, effectivement, on va demander un dépôt à la Banque centrale chilienne, petit t, donc il me reste 1 moins t. D, c'est l'horizon de placement. Ça peut être égal à, je compare par rapport au rendement d'un placement américain sur la même période de temps. Donc, 1 plus i étoile, le rendement étranger, exposant. C'est ça, hein? Ok. C'est bon? Ok. On suppose que les taux de change ne bougent pas, donc il n'y a pas E, il n'y a pas EA. Par simplification, on arrive à quoi? Par simplification. Allez, par simplification. On a 1 plus i. Non, par simplification, sous-entendu, efface, je veux la simplification. I égale, I chilien égale. Timothée, I. Égal i étoile plus 1 plus i étoile. vas-y, dicte, Bruno. Vas-y. Vas-y, dicte. I égale. I égale. I étoile. Plus. I T. I étoile, facteur 2. Facteur de 1 I étoile, facteur 2. I étoile. Non, I étoile plus. Ah, ok. Plus. I étoile. I étoile, ensuite, efface le T. Ok. I étoile. Facteur 2. T, de T sur T. Sur D 1 moins T. D 1 moins T. Et voilà, c'est ça, D fois 1 moins T. Il faut que ça vienne plus vite, il faut que ça vienne un peu plus vite. Allez, c'est parti, on avait pris l'exemple. Donc, supposons que le taux d'intérêt américain, tu notes, I étoile égale, on avait dit, je crois, 10%. Supposons que I étoile égale à 10%, le taux d'intérêt américain, enfin, taux d'intérêt ou rendement d'un titre. Hein, on avait pris cet exemple-là. I 10%, petit t égale 50%. C'est-à-dire que la Banque centrale chilienne vous demande un dépôt de 50% lors de l'entrée du capital. Petit d égale, on avait pris 1 250e, c'est-à-dire qu'on reste 1 250e de temps au Chili et on repart très vite. On avait dit que le rendement chilien I devait être égal à combien à peu près? 22 500. Bon, je crois que c'est ça. Oui, j'ai pu c'était combien à peu près? Je sais plus. Je crois que c'est ça. 12 000 à peu près? 12 000. C'est ça? Ouais, on était dans un truc à peu près de 12 000%. Signification. Ça veut
dire que sur la période de temps 1/250e d'année, il fallait que le taux d'intérêt chilien croît de 12 000 % entre le... Il ne va pas croître. Il faut que le rendement chilien soit de 12 000 % pour être exactement égal au rendement de 10% américain. Donc ça veut dire que ici, le Chili, les capitaux, vous les rendez plus mobiles ou moins mobiles? Moins mobile. Vous les rendez moins mobiles. Donc par définition, votre taux de change, Il augmente. il augmente ou il baisse. Mais sous-entendu, est-ce que vous avez un risque de crise de change énorme ici? Oui. Ah non, parce qu'ils ne sont pas mobiles. À partir du moment où vous limitez la mobilité des capitaux, ben vous limitez les mouvements de capitaux. Les mouvements de capitaux, quand ils changent d'un pays à un autre, là, nous, on a simplifié. Hein. On suppose que le taux de change il reste fixe pour simplifier les calculs. Mais quand vous prenez le cas de la réalité, quand vous limitez la mobilité des capitaux, ben, par définition, votre taux de change, ben, vous évitez effectivement ces fameuses crises de change. Quoi. Vous retrouvez le fameux dilemme de Ray ici. Là, vous pouvez mettre le fameux dilemme de Ray, cycle financier mondial, effectivement. D'accord? Okay. C'est pas mal. Tu peux t'asseoir. Merci. Allez, rapidement. Les autres éléments qu'on a vus. On a vu l'N carré, on limite la mobilité des capitaux. L'N carré, quand on regarde en termes d'échelle, quand on raisonne en termes scalaires dans la mondialisation, c'est quel niveau? International. Non, c'est forcément international les capitaux, mais c'est une solution nationale. C'est une solution nationale. Pour éviter les crises de change, les pays peuvent d'abord mettre en place des solutions nationales. Les solutions nationales, c'est le Chili qui met en place l'N carré, 91-98. Donnez-moi un autre exemple de solution nationale. Le pays peut avoir des swaps de devises. Ça, c'est pas national, c'est Régional, international. national, régional, mondial. Les swaps de devises après, national pour l'instant. Quelles sont les autres solutions nationales pour limiter les crises de change? Moi j'ai mis le nouveau mode de développement argentin avec la croissance kirchneriste qui se... Donnez-moi par rapport à la Chine aujourd'hui et par rapport à Eisenman 2017. On part du triangle de... mondial et on rajoute la stabilité financière. Et on rajoute la stabilité financière et on arrive au quadrilemme, la stabilité financière. Comment j'assure la stabilité financière, Chine? Pas de libre mobilité des capitaux. Alors on limite la mobilité des capitaux, effectivement, et pour se prémunir en cas d'attaque spéculative ou de crise de change, qu'est-ce qu'on fait? On accumule des... Réserve de change. On accumule des réserves de change. Ces réserves de change, on les accumule, c'est quel paradigme nous dit que c'est pas bon? Keynésien. Le paradigme keynésien, voilà, politique mercantiliste, on accumule des réserves de change, on accumule de l'épargne, donc c'est des rentrées au sens de Keynes, c'est la fameuse coopérative de babysitting. Si tout le monde fait ça au niveau mondial, trop d'épargne, pas assez de dépenses dans l'économie est paralysée. Donc pour se prémunir des risques de change, les pays mettent en place des solutions nationales, mais ces solutions nationales, par définition, elles sont mauvaises notamment pour qui? Qui ne profite pas de ces flux de capitaux qui devraient aller peut-être, ces réserves de change? Les pays en développement. Ben pour les pays en développement, voilà, c'est ça. Donc là, vous devez évoquer ça. Hein. Pour éviter les crises de change, la première couverture qu'on peut faire, le premier filet de sécurité, c'est le national. N carré chilien, réserve de change en Chine, quadrilemme d'Eisenman. C'est bon pour tout le monde? C'est pas forcément optimal. L'idée optimale, ça serait quoi? L'optimum, enfin l'optimum, on va dire le first best, la meilleure des solutions, c'est quoi? International. C'est la solution internationale. D'accord? Mondiale. Qu'est-ce qu'on cite ici? Multilatéralisme. Multilatéralisme, donc on cite quoi? Les crises de change, c'est quoi? C'est les crises financières. Donc c'est un bien. L'inverse d'une crise financière, c'est quoi? Stabilité financière. La stabilité financière. Comment on appelle Bien la public. situation dans laquelle on a stabilité financière, pas de pollution, des biens et services qui circulent tranquillement? Ce sont des... Ouais, des biens publics mondiaux. Ce sont des biens publics mondiaux. Les biens publics mondiaux, qu'est-ce qu'on reprend comme théorisation? Qu'est-ce qu'on reprend comme appui théorique? On peut prendre le paradoxe de Condorcet. Alors, on peut prendre le paradoxe de Condorcet, oui, d'accord, ça montre qu'on n'y arrive pas en fait, la démocratie n'y arrive pas, mais surtout, qu'est-ce qu'on doit démontrer? Le dilemme du prisonnier non répété, le dilemme du prisonnier répété, le jeu du bien public. Sauf que vous démontrez que tout ça, la gouvernance mondiale, ça se met en place ou pas? C'est utopique ou pas? C'est utopique. C'est utopique. Donc quel est le dernier échelon qu'on peut mettre en place? Les pays se couvrent comment? Régionalement. D'un point de vue? Régional. D'un point de vue régional. Donne-moi un exemple justement de solution régionale mise en place. La Chine qui aide les pays d'Asie. Comment on appelle ça? Initiative de Chiang Mai 2000. Et là, c'est là que vous mettez effectivement vos fameux swaps de devises. On a un peu tout dit, dans le désordre.
conclusion. Qu'est-ce que vous avez fait comme conclusion? C'est parti. Timothée, réponse à la problématique. Récession, surendettement, inflation, il est certain que les crises de change ne mènent ni à la prospérité économique, ni à la prospérité sociale. C'est pourquoi il nous faut lutter contre, et pour cela, même les propositions les plus idéalistes, à l'instar de Keynes, sont bonnes à prendre. Rob Hopkins, invité d'honneur à HEC Paris, en 2023, nous invitait déjà à développer notre imagination pour pouvoir faire face à ces défis actuels. Ce message sera même le titre de son ouvrage, et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons. En bref, les crises de change peuvent advenir que l'on soit en régime de change flottant, mais aussi en régime de change fixe. À l'ère des économies de marché, de l'hyperfinanciarisation et de la globalisation, il semble nécessaire d'opérer un réencastrement au sens de Polanyi par nos institutions pour prévenir des futures crises de change sur le marché des changes. Il le disait lui-même dans la grande transformation en 1944. Notre thèse est que l'idée d'un marché s'ajustant lui-même est purement utopique. On aura donc pu observer que ces crises de change sont issues de mauvaises politiques publiques et ont des effets immédiats impactant à long terme. Néanmoins, depuis l'apparition d'importantes crises de change comme celle du Mexique, des solutions pour limiter leur apparition ont émergé. Et à cet égard, John Adams semble avoir raison lorsqu'il nous dit qu'il y a deux manières de conquérir et d'asservir une nation, l'une par les armes et l'autre par la dette. Attention, parce que la crise de change ici, c'est pas forcément pertinent. Okay. Sur l'ouverture, on peut. Ouais. Laquelle vous préférez? Timothée. Sacha, c'était quoi l'ouverture, toi, ta problématique, ton ouverture, rappelle-moi. C'est sur réencastrer l'économie. Ouais, réencastrer l'économie, il faut terminer, effectivement, ça c'est intéressant, par Karl Polanyi, la notion de réencastrement. Et parce que Karl Polanyi, il avait effectivement cette idée intéressante, bien placée en entrée en matière ou dans une ouverture. Karl Polanyi, trois choses ne doivent jamais être laissées au marché. Trois choses ne doivent jamais être laissées au marché. Personne? Le public. Le public. Non. Trois choses ne doivent jamais être laissées au marché. La terre, les hommes, la monnaie. Les hommes, la terre, la monnaie. Ça ne doit jamais être laissé à des processus purement marchands. Et quand il parle de la monnaie, effectivement, on peut faire référence à Bretton Woods, où les échanges sont déterminés sur les marchés, mais les marchés, CF Dornbusch, CF toutes les théories effectivement keynésiennes, on sait que les marchés sont très volatiles, donc les taux de change effectivement peuvent varier fortement à la baisse. Donc réencastrer, ça veut dire peut-être mettre la monnaie à l'abri du marché, donc revenir à des processus de coopération, et revenir peut-être à cette idée de Bretton Woods, sous une forme ou sous une autre, utopique ou pas, keynésienne ou pas, de type Bancor. Le plan, à partir de ce qu'on a fait, vous de le reprendre, regardez un petit peu comment vous pouvez faire, soit un plan 3, soit un plan 2, vous avez des trucs. Y a-t-il des questions? Les autres, est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Par rapport à ce qu'on a vu sur la hauteur, Ouais. On peut placer Tobin après, effectivement, avoir fait l'un carré. Tobin, un carré pour montrer la solution nationale, Tobin pour montrer l'aspect international. Ouais, on peut le mettre avec ça. Effectivement. Politique macro-prudentielle, ça pouvait rentrer dedans aussi? Les politiques macro-prudentielles au niveau national, bien évidemment. Okay. Également, ouais.